heureuse de vous accueillir tous ce soir. Nous sommes près de 500 à participer à ce web forum. On est très très contents, toute l'équipe d'Imatera, de vous savoir tous parmi nous. On vient de plusieurs territoires francophones, de la Belgique, de la France et du Québec. Donc, on va laisser le temps aux personnes pour se connecter. L'objectif de ce web forum, c'était de permettre à des dirigeants et des dirigeantes, à des acteurs et des actrices des différents territoires de se retrouver ensemble pour réfléchir sur de nouveaux modèles économiques plus résilients, innovants. Pour l'animation de ce web forum, je serai accompagnée de Sébastien Marquand, président d'Imatera, qui est basé à Rennes, et de François Huet, accompagnateur au sein de la communauté Imatera, qui est basé à Carquès, dans le Var, si je n'écorche pas ce nom de village. Pour les témoins et les intervenants, je les remercie beaucoup d'être parmi nous. 6 dirigeants engagés qui ont accepté de venir partager leurs démarches respectives pour faire évoluer leur modèle économique. Je remercie également nos partenaires, l'ADEME Bretagne et la région de la Wallonie, sans qui nous ne pourrions pas organiser ce web forum. Donc, tout au long de ce web forum, pendant toute la session, vous allez pouvoir nous transmettre vos questions et vos observations via le chat qui se trouve en bas de votre écran à travers la bulle conversée. Et pour voir que tout cela fonctionne bien, je vais vous proposer d'inscrire dès à présent vos prénoms et les villes, les régions d'où vous venez ce soir pour nous rejoindre pour ce web forum. Donc, bonjour à Jean-Sébastien de Lille, à Dominique de Bruxelles, ça va très 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 vite, Mathilde de Bruxelles, on a des gens de Lyon, d'Angers, de Nantes et de Bruxelles, super. Benoît de Belgique, Montfort, Caen. Merci à tous d'être là. Je vais passer la parole à Sébastien, président d'Imatera, qui va introduire ce web forum et poser l'intention de cette rencontre. Merci Magali, bonsoir à tous. Ce soir, vous voyez l'équipe Imatera en posture d'organisateur et d'activateur sur ces questions des nouveaux modèles économiques. Mais au quotidien, en fait, nous, on est plutôt sur le terrain, auprès des entreprises, en posture de facilitateur. Parce que notre finalité, j'allais dire même notre fonctionnalité, c'est bien que nos accompagnements permettent de générer un maximum d'impact positif. Parce que la raison d'être d'Imatera, c'est d'accompagner concrètement les femmes, les hommes vers des modèles économiques plus efficients. Alors, efficience économique, c'est un terme qu'on va employer quelquefois ce soir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière? Dans le mot efficience, vous entendez effet. Et l'efficience économique, c'est la capacité à générer des effets vertueux à partir de nos activités économiques. Et on parle de 3 grandes sphères d'effets. On va parler du coup de l'efficience environnementale, de l'efficience sociale et de l'efficience monétaire. Alors, agir pour la transition de son modèle économique, c'est vraiment la question qui nous rassemble ce soir. Et on va être là pour vous donner un éclairage sur cette voie. Et il y a quelques grands axes, notamment autour de savoir comment on réorganise finalement son entreprise autour d'un socle qu'on appelle raison d'être. Comment on va développer de la coopération, que ce soit en interne ou en externe au sein de ces parties prenantes. Comment ensuite, de manière à ce que ce cercle vertueux puisse fonctionner et se pérenniser, on va faire évoluer sa contractualisation, la façon de délivrer, mais de vendre aussi demain l'ensemble de ces produits et de ces services. Alors, accompagner vers la transition de modèle économique, aujourd'hui chez nous, ça s'appuie sur une approche qui est assez centrale, qui s'appelle l'EFC, pour économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Et en fait, c'est Christophe Sampels, qui est un chercheur en sciences économiques qui, depuis une douzaine d'années, travaille sur ce sujet. Et c'est il y a maintenant un peu plus de 6 ans, grâce à la rencontre au sein d'un club de dirigeants d'entreprises au niveau du Pays de Grâce, dans le sud de la France. C'est grâce à cette rencontre qu'il a pu commencer à mettre en œuvre le fruit de ses recherches dans le domaine de l'EFC. Donc, cela a été possible par notamment quelques dirigeants visionnaires, audacieux, et comme souvent dans ces cas-là, ils ont dû faire face à ce célèbre mais ça ne marchera jamais. Parce que, effectivement, comme beaucoup d'innovations de rupture, elles passent par différentes phases. D'abord, ça fait sourire, ensuite, ça fait peur, avant peut-être d'être admis, et enfin, on peut dire que c'est quelque chose qui se généralise. Et en fait, rien ne peut arrêter une bonne idée dont l'heure est arrivée. Et en tout cas, ce qu'on pressent, ce qu'on ressent concrètement, c'est que l'EFC en Europe est en train vraiment de prendre sa place dans le monde économique. Et je profite de ce moment pour remercier tous ces dirigeants précurseurs qui se sont engagés très tôt sur cette voie-là. Et un grand merci, parce que grâce à vous, ce soir, nous sommes réunis à plus de 500 sur ce sujet important. Grâce à vous, nos méthodologies d'accompagnement ont pu s'améliorer, se peaufiner et devenir pertinentes. Et grâce à vous, on a des belles histoires à raconter, comme celle que vous allez entendre ce soir. Il y a des vraies belles premières réussites qui sont encouragées. Je tiens aussi à souligner l'engagement d'organismes comme l'ADEME et aussi comme plusieurs régions de France qui se sont investis aussi très tôt dans ces démarches-là, à un moment donné où il y avait peu de visibilité sur les résultats qu'on allait obtenir. Et vous êtes aux côtés depuis de nombreuses années des entrepreneurs pour leur permettre d'engager ces démarches. Et un bravo aussi côté Belgique pour la Wallonie qui a osé mettre en place une feuille de route très, très chouette, très ambitieuse pour réussir aussi ces transitions économiques. Alors en ce qui nous concerne, nous, Imatera, aujourd'hui on est structuré sous forme de SIC, c'est-à-dire c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est la forme un petit peu innovante en termes de structure juridique qu'on a trouvé la plus proche de qui on est, de nos valeurs. Et c'est aussi la plus adaptée à la vie qu'on souhaite donner à notre communauté d'acteurs, à notre communauté multi-parties prenantes. Bon, j'imagine que maintenant, vous avez envie de savoir comment on va s'y prendre concrètement. Là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer à aller par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de formule magique. On n'a pas de remède miracle. Et vous allez le découvrir, c'est vraiment un chemin à emprunter. Et je crois que ce que nous donne à vivre le Covid, là, place beaucoup de dirigeants et d'acteurs économiques à la croisée de ces chemins-là. Et on peut se demander vers quel chemin on va se diriger. Mais alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que si vous décidez d'emprunter ces chemins de déficience économique, c'est que tout est déjà là. En fait, tout est déjà là en vous, en tant que dirigeant, acteur économique, dirigeante. Tout est déjà là dans votre entreprise, au sein de vos équipes, de vos parties prenantes. Tout est déjà là aussi sur votre territoire, autour de vous. Et ce que va apporter l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un nouveau regard sur toutes ces ressources. C'est aussi peut-être un sens nouveau, différent, plus collectif au sein de l'entreprise. Et puis dans l'EFC, il y a le C. Il y a le C de coopération et il y a le C de confiance. Parce que oui, la confiance, il en faut. Et c'est surtout de ça dont on a besoin pour démarrer. Et c'est sur ces questions-là, ça va permettre d'ouvrir la première grande séquence de ce forum
dédié aux femmes dirigeantes, aux hommes dirigeants, qui vont venir nous témoigner de ce qui s'est joué pour eux, quels ont été les facteurs déclencheurs. Et là, on va écouter Quentin Le Faucheux, qui sera suivi par Emmanuel Legault. Et à l'issue de ça, on enclenchera la deuxième séquence de ce forum sur les grands leviers de transition. Et on commencera par la raison d'être. Et là, c'est Olivier, chez Val Énergie, qui tournera son intervention autour de la raison d'être. Michael emboîtera le pas, notamment pour nous parler des impacts sur les écosystèmes et en quoi ça a eu un effet bascule au sein de son modèle économique. Et puis pour la coopération, on a sollicité Lionel, qui représente les dirigeants responsables de l'Ouest, qui va nous parler d'une coopération à l'échelle territoriale. Donc, vous voyez, on a de quoi faire ce soir. Je vais dans un instant laisser la parole à François pour introduire cette séquence auprès d'Emmanuel et de Quentin. J'invite ceux qui viennent juste de nous rejoindre à faire vraiment usage du chat. Donc, c'est le petit bouton « Converser » qui est en bas au milieu de votre écran, parce qu'on a vraiment besoin, envie, d'avoir vos ressentis, vos réactions. Donc allez-y, interagissez et ça sera chouette. Et quant à moi, je vous retrouve pour la fin, pour la conclusion. Et voilà. Et bon forum à vous tous. À toi, François. Oui, François, ton micro. Alors, on ne t'entend pas, François. Alors, on a un petit peu de problème de micro qui va être résolu, je pense, dans très peu de temps. Il faudrait libérer le micro de François. C'est encore fermé, François? Voilà. C'est bon. Merci la technique. Merci la technique. Bonsoir à tous et merci Sébastien pour cette introduction. La première séquence, on va aborder l'homme et le dirigeant. Derrière chaque entreprise vivent des dirigeantes, des dirigeants, des cadres, des employés, des femmes et des hommes. Elles sont la force vivante de l'entreprise et depuis 6 semaines, nous vivons tous confinés. Alors chacun d'entre nous, de trajectoires différentes, vit cette expérience de manière différente. Et donc des doutes, des peurs, des incertitudes, mais aussi des envies, des prises de conscience traversent nos esprits avec notre sensibilité, nos fragilités, et c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains avant tout. Alors, il est impossible de séparer la femme ou l'homme qui se trouve derrière le dirigeant. Cette crise sanitaire interroge en profondeur qui nous sommes, soulève des questionnements en nous, fait apparaître une prise de conscience sur nos actions, nos modes de vie, nos modèles économiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cette crise nous révèle? Qu'est-ce que cette crise réveille en nous? Pour partager un point de vue et pour répondre à cette question, j'invite Quentin Le Faucheux, dirigeant de l'entreprise Solef de paysagisme à Carpentras, pour partager son point de vue avec nous. Quentin, je te passe la parole. Merci François. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis avant tout bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous, un peu impressionné, à dire vrai. Merci de m'avoir invité à témoigner. Donc, j'ai engagé mon entreprise dans l'aventure de l'EFC il y a plus de 3 ans maintenant. J'ai eu la chance de participer à des groupes de réflexion, d'avoir rencontré beaucoup de monde sur ce chemin de l'EFC et sur d'autres chemins qui m'ont permis une prise de recul. Donc, bien sûr, je cite la communauté Imatera, mais le CJD, le groupe des leaders charismatiques, plus récemment, le cercle des leaders éclairés. Il y a beaucoup de groupes qui sont très actifs aujourd'hui et qui m'inspirent au quotidien. Donc, j'espère vous inspirer un petit peu ce soir. Alors, François, pour répondre à ta question, j'ai envie d'abord de partager 2 enseignements importants chez moi. Tout d'abord, l'indispensable alignement homme, dirigeant et chef d'entreprise,
hommes, dirigeants et projets donc, qui sont absolument indispensables pour emmener nos collaborateurs. Homme, projet, entreprise, c'est quelque chose qui est clé. Et si le dirigeant n'est pas aligné avec son projet et son entreprise, en général, ça ne passe pas. Et cet alignement, il passe par le fait de se connaître mieux, de s'interroger sur qui on est. Parce que je crois sincèrement qu'on ne s'embarque pas dans une aventure EFC sans se changer un peu soi-même en amont. Et se changer, ça passe par se dépasser, s'écouter sincèrement. Alors Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je crois que c'est très vrai. Cette connaissance de soi-même, elle passe très souvent, et pour moi, elle a passé par du travail de groupe, la puissance du miroir. Certains ont entendu parler de l'ikigai. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à explorer IKI, technique redoutablement efficace pour se connaître et savoir où on veut aller. Et puis, il y a cette petite voix qui se fait de plus en plus forte chez nous, qu'il faut savoir écouter, qu'il faut écouter sincèrement pour réveiller cette intelligence, cette envie, et après, évidemment, passer à l'action. Alors, trop souvent, dans nos vies, on attend un accident de vie, un accident physique, pour passer à l'action, pour réaliser qu'il faut y aller, qu'il faut voir la vie différemment. Je crois qu'à une plus petite échelle, cette période Covid est un choc, est un événement qui peut nous inviter à vraiment accélérer. Je crois que c'est l'idée de cette conférence. Alors François, tu me posais la question, qu'est-ce que cette crise réveille en moi? Alors, pour moi, le premier point est qu'elle ouvre de nouveaux possibles. On est invité à réconcilier économie, écologie et sens dans nos entreprises. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, profiter, essayer de mettre nos émotions de côté, gérer nos émotions et vraiment se poser des questions profondes sur ces aspects et peut-être s'embarquer dans l'EFC, en tout cas je l'espère. Tout ça dans un contexte de yo-yo émotionnel. J'aime bien la métaphore, moi j'aime la voile. Je fais du bateau. Là, j'ai l'impression d'être sur un voilier et que c'est pétole, calme plat. Il n'y a plus de vent dans les voiles. Le bateau est à l'arrêt. Donc, ça génère évidemment frustration. Mais je crois que c'est aussi l'occasion pour remettre de l'ordre sur le pont et de revoir, de prendre du recul sur nos vies, nos entreprises, nos organisations. C'est aussi un révélateur de fragilité émotionnelle, économique. Moi, je travaille de très près avec des salariés, donc des collaborateurs qui sont eux-mêmes frustrés, qui sont eux-mêmes stressés par cette situation. Et il faut gérer ce yo-yo émotionnel. Cette crise, elle réveille aussi l'invitation à lâcher prise. Aujourd'hui, je ne contrôle pas la situation. Je la contrôle encore moins que d'habitude, parce que je réalise que je ne la contrôlais pas vraiment non plus. Et je crois que, bien sûr, moi, je suis amené à faire de mon mieux, et pas n'importe quoi, et être autant que possible dans l'instant présent. J'ai lu récemment, quand je suis en pleine lecture de Eckhart Tolle, l'instant présent, je crois, peut vraiment nous aider aujourd'hui, se focaliser sur ici et maintenant, et vraiment apprécier que le passé et le futur sont des illusions. Alors ça peut vous paraître théorique, mais moi, ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément actuellement. Je crois que cette crise réveille en nous aussi, en moi, une invitation à des engagements plus forts. Engagements syndicaux, donc j'ai fait des choix. Engagement dans des groupes de réflexion, le fait de répondre oui quand François, tu m'invites à témoigner ce soir. Tout ça, ça fait partie d'un chemin qui me parle et qui fait sens pour moi. Alors, je crois que c'est le moment pour vous tous, peut-être que beaucoup d'entre vous sont, j'espère, déjà engagés dans une démarche forte, et je crois que c'est le moment d'aller plus fort, plus vite, d'être peut-être plus radical, retourner à la racine. Et je réalise, ce qui m'encourage beaucoup, c'est que beaucoup de gens sont dans ce mouvement aujourd'hui, sont dans cette réflexion.
votre présence ce soir, le nombreux groupes qui se mettent en place spontanément sont vraiment encourageants. J'ai vraiment l'impression de ne pas être isolé dans cette démarche. Puis je crois qu'il faut oser créer des ouvertures, oser créer des ouvertures avec nos clients, leur parler différemment, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs, avec des institutionnels. C'est le moment, il faut y aller. Et j'ai envie de conclure par un mot. Je vous souhaite tous très bon vent. J'espère que le vent va revenir vite dans le voile, qu'on va sortir de ce calme plat pour les entreprises arrêtées en tout cas, et repartir en choisissant d'aller vers la vie, d'aller vers plus de collaboratifs, d'aller vers plus de réflexion, plus de sens. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui avec toutes les difficultés du quotidien. Voilà François, pour ma part, je ne sais pas où j'en suis du temps, je n'ai pas timé, mais je ne dois pas être loin de 7 minutes si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup pour ce témoignage, très touchant, très émouvant. Et je pense que ça, c'est une des grandes forces des dirigeants aujourd'hui, surtout dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse acte de courage et qu'on soit sincère et solidaire tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment très important. Mais aussi, il faut savoir, pour savoir où nous voulons aller, il faut comprendre où nous sommes. Et pour ça, il faut comprendre les limites de notre modèle économique. Si on regarde la situation aujourd'hui, les avions restent au sol, les trains sont dans les gares, les voitures sont sur les parkings et les usines, les entreprises cessent de fonctionner ou fonctionnent au ralenti. Et dans le même temps, la planète reprend son souffle. La nature respire de nouveau. Il y a là un véritable message à prendre en compte, pas seulement à prendre en compte, mais à se poser des questions en disant comment nous allons agir. Cette crise nous montre d'une manière assez violente nos faiblesses. Les faiblesses de nos modes de vie et notre logique économique. Alors cette pause, cette prise de recul forcée nous fait ressentir ô combien la majorité des entreprises que nous sommes, pour espérer de perdurer, nous sommes aujourd'hui prisonniers du syndrome volumique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à produire toujours plus vite, toujours moins cher, avec toutes les tensions que ça peut générer sur la dirigeante, le dirigeant, ses équipes, ses parties prenantes, sur l'environnement et sur le modèle économique de l'entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est d'accepter d'assumer notre responsabilité, mais aussi d'être porteur de solutions envisageables pour construire le monde de demain et ensemble. Un monde plus respectueux de nous-mêmes et de l'environnement. Pour cela, nous devons remettre en cause tellement de fondamentaux que c'est une sacrée tâche et c'est surtout pas facile. Pas facile de faire évoluer son modèle économique pour qu'il devienne vertueux. Ce soir, nous avons Emmanuelle Legault-Cadieux, qui est la co-dirigeante de l'entreprise familiale bretonne Cadieux Industries, qui est dans la fabrication de portails et de garde-corps en aluminium sur mesure, qui va partager avec nous comment son entreprise a re-questionné son modèle économique. Emmanuelle, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Moi je connais bien Imatera grâce à Sébastien Marcand, que je connaissais avant dans une autre vie, grâce au CJD. Et donc moi je suis encore un bébé de l'EFC en fait. Ça fait 1 an qu'on est engagé, donc Société Cadieux, dans un programme que nous propose Imatera avec une promotion de chefs d'entreprise qui veulent changer de modèle économique, travailler sur l'efficience économique et travailler vraiment sur leur raison d'être. Donc ça fait un peu plus d'1 an et comme dit Sébastien, c'est un vrai chemin. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce chemin, c'est certes, il faut sortir du modèle volumique, mais c'est pas non plus un chemin qui va vers le moins de chiffre d'affaires en fait. Et ça, je trouve dans l'EFC quelque chose de très agréable parce qu'on ne nous culpabilise pas d'être des chefs d'entreprise ou de faire du chiffre d'affaires.
on nous dit c'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais quelle efficience et comment tu vas en faire. Et ce que j'apprends avec l'EFC, avec Imatera, en fait, c'est la valeur d'usage, en fait. C'est comment donner plus de valeur à 1 kilo d'aluminium, en fait. Moi, j'extrais, pour fabriquer des portails et des garde-corps, on extrait de l'aluminium, de la bauxite d'aluminium, de la terre, et on en fait un portail. Ça peut être un portail à un garde-corps qui va faire un simple usage de fermer la propriété. Et là, grâce à l'EFC, grâce à Imatera, je découvre comment on peut donner beaucoup plus de valeur au produit. Et c'est génial. En travaillant sur nos externalités, sur qu'en fait, notre entreprise n'est pas que un fabricant de portails, mais également un partenaire pour nos artisans. On voit dans cette crise Covid que au lieu de fermer, nous, on est resté ouvert. Et on est resté aux côtés de nos clients artisans. Et ils ont dit, vous êtes les seuls à rester vivants, à coopérer avec nous. Et on leur a donné plein de conseils autres que de juste comment poser un portail. Et je trouve que c'est grâce à l'EFC, grâce à Imatera, que j'ai découvert, au lieu de voir mes clients comme des clients, je les ai vus comme des partenaires et on a coopéré. Et je pense qu'on s'en sortira encore plus solidaire à la sortie de cette crise. Merci beaucoup, Emmanuel. Rester vivant, coopérer, solidaire. Des mots qui sont très forts et qui sont alignés avec la démarche d'efficience économique et d'Imatera. Voilà, nous avons posé le questionnement personnel du dirigeant et les limites de nos modèles économiques. Et donc, nous allons passer, je vous invite à explorer les différents leviers de transition sur la deuxième phase de cette conférence. On ne peut pas imaginer recommencer comme avant. Ces questionnements, ces observations, cette prise de recul que vous vivez tous génèrent des envies d'agir. Mais comment? Sous quelle forme et de quelle manière? Quand j'entends rester vivant et de coopérer et d'être solidaire, je pense qu'il y a un réel besoin, avec tout ce que nous vivons émotionnellement, dirigeantes, dirigeants, employés, parties prenantes, de se recentrer avec son équipe, avec ses parties prenantes autour d'un projet de co-construction justement qui fait sens pour tous, de passer d'un écosystème à un écosystème et de pouvoir se projeter vers demain en répondant à une question toute simple. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Cette question, elle va nous pousser à écouter, à partager, à comprendre, à rassembler encore plus et fédérer l'ensemble de nos parties prenantes autour de la construction d'un projet qui fait sens, mais qui prend compte aussi des apprentissages de cette expérience que nous vivons actuellement et qui identifie les véritables cailloux dans la chaussure que nous avons. Selon notre approche à Imatera, nous appelons cette étape la formulation de la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire définir l'intention profonde du dirigeant, définir la boussole et le point d'ancrage de l'entreprise, définir ce qui fait sens pour l'entreprise et ses parties prenantes par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Cette raison d'être, elle doit nous parler à la tête, au cœur, mais aux tripes. Elle doit vibrer en nous. C'est appartenir à une cause plus grande que celle de l'entreprise. Elle a pour but de re-questionner les véritables contributions, solutions qu'une entreprise souhaite apporter à ses clients et à l'écosystème dont elle dépend. Elle est non seulement fédératrice, elle oriente et dirige les prises de décision de l'entreprise. Ce n'est pas juste une phrase sur un mur. Elle est partie vivante dans chaque partie prenante de l'entreprise. Elle ouvre le champ des possibles. Et nous en avons énormément besoin aujourd'hui. Pour témoigner de cette expérience, de cet impact que la raison d'être peut avoir dans une entreprise, Olivier Béchu, qui a co-créé Val Énergie il y a 12 ans, a été l'initiateur dans la transition de leur modèle économique et va partager avec nous son expérience. Olivier, c'est à toi. Bonsoir.
J'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir Olivier Béchu, merci pour cette invitation. J'ai effectivement co-créé et dirigé la société Valénergie pendant presque 12 ans et j'ai fait partie de la promotion 2 ou numéro 2 ou 3 de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qu'on appelle EFC. Pour donner un petit repère sur notre activité, avant l'EFC, Valénergie vendait des centrales solaires photovoltaïques clés en main aux entreprises et aux collectivités. Quand je dis centrales solaires photovoltaïques, il s'agit de panneaux solaires qui transforment l'électricité, le soleil en électricité, de toute la partie transformation d'électricité et l'injection au réseau. Une bonne partie de nos installations étaient en autoconsommation, c'est-à-dire que l'électricité produite était consommée sur place. Une deuxième activité que nous avions, c'était l'efficacité énergétique, donc aider nos clients à diminuer leur consommation d'eau, d'électricité, de gaz. On mettait des instruments pour analyser leurs données. C'est assez riche de connaître et de comprendre ces consommations pour les réduire. Mais je voulais démocratiser l'autoconsommation, aller déployer plus massivement en France pour accélérer la transition énergétique. Et il y avait un certain nombre de freins. On avait identifié la limite de notre modèle économique, d'aller vendre ces systèmes. Et puis, on avait un peu l'idée de se transformer pour d'aller un peu plus vers une offre de service. Parmi les choses qui m'avaient inspiré beaucoup, c'était notamment une conférence de Christophe Samples sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, je me suis engagé dans cette démarche. On a questionné notre modèle, on a travaillé sur notre raison d'être et pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients, partenaires. Ça a déjà été un questionnement personnel. Moi, au départ, ce qui m'avait attiré quand j'ai créé l'entreprise, c'était la partie technique, mais à force d'être dans cet environnement et dans l'environnement, je suis devenu beaucoup plus écolo. Et petit à petit, je me suis transformé. Et l'équipe qui m'a rejoint était aussi partageait ses convictions, était assez fière de ce qu'on faisait. Et donc, ça a été vraiment un travail d'équipe de trouver notre raison d'être par itération. On avait fait une petite équipe projet et on a écrit cette raison d'être de la façon suivante, c'est notre mission est d'aider les entreprises à faire leur part sur leur consommation d'électricité pour protéger la planète et l'humanité. Alors l'humanité, c'est un peu présomptueux, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que la planète, elle s'adaptera, la nature, elle reprendra ses droits. Alors que nous, c'est pas sûr. L'enjeu, c'est quand même la vie humaine sur Terre telle qu'on la connaît. Donc, on a identifié nos freins pour notre offre de services. C'était principalement le financement, parce que ce sont des investissements lourds et qui ont des temps de retour d'une dizaine d'années hors financement bancaire. Donc, on avait des solutions pour financer les installations à la place de nos clients, mais en contrepartie, on leur demandait des engagements longs, d'une durée d'une vingtaine d'années. Donc, un nouveau Servibox, on en a fait une marque. Dans cette solution, on finançait l'installation et on l'avait conçue pour qu'elle soit déplaçable et duplicable de manière à ne pas avoir à demander un engagement long pour nos clients. De plus, on s'occupait de tout. Donc, on avait franchi une première étape qui était de passer de la vente d'installations clés en main, de produits, à une vente de solutions de fourniture d'énergie hyper locale en circuit court, puisqu'on produisait sur place pour nos clients l'énergie verte dont ils avaient besoin. Et en parallèle, et en même temps, on mesure leur consommation en direct, ce qui leur permet de
prendre en main et prendre conscience de ce qu'ils consomment en instantané. L'offre de services du coup de Vale Énergie avait bien un impact environnemental. Ça, c'était assez facile de dire que de développer de l'énergie solaire en circuit court, et d'ailleurs à l'époque on était plutôt pionnier sur l'autoconsommation. Il y a un impact sociétal parce que d'une part, pour mes équipes, déjà tout le monde était super fier de faire ce qu'on fait là, ce métier. J'ai une petite coupure, j'espère que on m'entend toujours. Et puis, au niveau de nos clients, l'impact sociétal était visible, et ça, on ne l'avait pas forcément imaginé, c'est que les salariés de nos clients étaient super fiers que leur entreprise s'engage à produire une partie de son énergie localement et de faire de l'électricité verte. Et puis, autour de chez nos clients, leurs parties prenantes, donc les clients de nos clients finaux, leurs fournisseurs, parce que nos clients communiquaient sur leur engagement. Là, il y avait un vrai impact aussi. Un impact économique parce que ça permet à nos clients de sécuriser le prix de leur électricité et de se réapproprier une des ressources stratégiques qui est l'électricité. D'ailleurs, en ces temps de Covid-19 où tout ce qu'on croyait immuable est un peu bouleversé, on peut se poser la question des ressources stratégiques de l'entreprise. L'électricité, c'est sûr, en est une. L'énergie au sens large même. Moi, cette démarche, ça m'a permis de me sentir bien, aligné avec ce que je faisais dans l'entreprise et mes convictions. Et c'était pareil pour mes équipes. On avait l'impression de faire notre part et d'aider à transformer les pratiques, d'agir sur l'impact environnemental. Et alors, c'est effectivement, j'ai aussi l'habitude de dire que l'EFC, c'est un chemin et qu'on peut toujours aller plus loin. Donc, on a pris ce chemin, mais il y a encore pas mal d'étapes, notamment d'arriver à intégrer d'autres parties prenantes dans dans ce mode de fonctionnement de service et cette offre de service et de contractualisation. En cette période de confinement, je pense que c'est probablement un moment opportun pour se poser la question de sa raison d'être, la raison d'être de son entreprise. Est-ce que je suis bien aligné avec ça? Pour ma part, moi, je suis en pleine transition. J'ai quitté Vale Énergie il y a quelques semaines et donc je souhaite appliquer cette démarche à plusieurs domaines. Alors l'énergie, bien sûr, et aussi l'alimentation durable et la réduction et valorisation des déchets, qui sont trois sujets qui ont un impact environnemental qui me tient à cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette webconférence et j'espère que ça vous inspirera. Et voilà. Okay. Laisse la parole à Magali. Merci. Juste, je me permets, Olivier, on a dans le chat, certains n'ont pas entendu la définition de ta raison d'être parce que ça a coupé à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien la redire, s'il te plaît? Oui. Alors, la raison d'être telle qu'on l'a exprimée, c'était aider les entreprises à faire leur part sur leur consommation pour protéger. Et j'ai parlé de l'humanité aussi parce que c'est ça dont il s'agit sur la planète. La planète s'en sortira toute seule. Alors, je crois que, s'il te plaît, si tu veux bien l'écrire dans le chat parce que ça a coupé encore. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a été haché. Ah. Comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de trou dans la raison d'être de Vale Énergie et ce sera quand même mieux pour faire passer le courant. Je l'ai écrit. Merci Olivier. Magali, je te laisse reprendre la main. Ou c'est François peut-être. Merci Olivier pour ce témoignage. Tu viens de nous démontrer comment tu as repensé ton projet d'entreprise en le recentrant sur sa raison d'être. Finalement, on dit souvent chez Imatera que l'efficience économique, c'est la qualité avec laquelle on va mettre en œuvre sa raison d'être. Et ce levier de raison d'être a été un point de bascule pour vous dans l'évolution de votre modèle économique. Donc, merci pour ce témoignage. Maintenant, on avait le souhait de vous présenter un second levier de transition vers de nouveaux modèles économiques.
c'est le questionnement autour de ces ressources et de ces impacts sur notre écosystème. Toute activité génère des impacts, positifs ou négatifs, sur ses clients, sur son environnement. Toute entreprise a des ressources matérielles et aussi des ressources immatérielles. On entend par ressources immatérielles les compétences, la confiance dans l'entreprise, le savoir des femmes et des hommes partie prenante de l'entreprise. Et ces ressources immatérielles, elles sont là, elles sont au sein des entreprises, de vos entreprises, et elles sont un levier formidable d'innovation et de transformation. Pour témoigner de ce levier, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Van Custom, qui est cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Biodiversity. Bee, et c'est important, qui veut dire abeille. Michael, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu es passé du métier d'avocat au métier d'expert des abeilles et comment vous avez réussi à réactiver ou à activer vos ressources immatérielles pour faire évoluer votre modèle économique? C'est à toi, Michael. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, de fait, Magali, moi, j'étais longuement avocat dans un gros cabinet et puis j'ai fait du coaching d'entreprise. Et puis, après une dizaine d'années, je me suis posé la question du sens, en fait, dans mes fonctions et ma profession. Et j'ai longuement voyagé en Amérique du Sud pour retrouver ma propre raison d'être d'abord. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffraient du changement climatique et que donc ma raison d'être était de travailler sur le sujet environnemental. Et en rentrant, j'ai rencontré un expert sur la problématique de la disparition de l'abeille et de la biodiversité qui s'appelle Bak Kim-Nguyen. Et c'est comme ça qu'on a créé Biodiversity. Et il avait fait un doctorat en fait sur la question de la disparition de l'abeille. Donc, on s'est dit, prenons des abeilles, on va produire du miel et on va réallouer une partie du chiffre d'affaires à de la formation des apiculteurs et à d'autres projets qui avaient du sens. Donc, on est parti sur base d'un business model très standard où on produit un maximum de miel qu'on vend et on prend une petite partie du chiffre d'affaires pour en faire quelque chose de bien. Résultat, on faisait plus ou moins 400 € de chiffre d'affaires par ruche. On avait un impact négatif sur l'environnement parce qu'on distribuait des produits avec du packaging, etc. Et donc, le bilan était négatif. Et après 6 mois, alors que le plan financier était beau sur un fichier Excel, on était en faillite. Et donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. On n'avait plus d'argent, mais on avait pas mal de colonies d'abeilles. Et on s'est reposé la question vraiment de la fonction de ces abeilles et de manière plus large de l'écosystème et de la biodiversité. Et on est revenu sur un principe essentiel qui est de dire la biodiversité, en fait, elle est là pour créer de la valeur. Pas nécessairement économique, ça peut être social et autres, mais elle crée de la valeur. Et donc, on s'est dit, nos abeilles, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles butinent pour polliniser, et en butinant, en fait, elles ramènent des milliards d'échantillons de l'environnement. Et l'avantage, c'est que ces échantillons, en les analysant, on peut voir tout ce qu'il y a comme polluants, comme pesticides, mais aussi le type d'espèces végétales qui se trouvent dans l'environnement. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un actif qui avait une valeur assez essentielle. Il n'y a aucun autre outil aujourd'hui qui permet de monitorer tous ces polluants sur les surfaces couvertes par des colonies d'abeilles, parce qu'en moyenne, elles couvrent 700 hectares, et des outils qui pouvaient donner autant d'informations que nous, on peut recueillir. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin auprès d'un ensemble d'entreprises, que ce soit dans le secteur alimentaire, industriel, dans le secteur de l'eau, dans les villes, pour, monitorer cet environnement sur de larges surfaces. Et ça nous a permis même d'aller plus loin à travers ces données, de pouvoir commencer à conseiller des clients sur des mesures à prendre et même maintenant aujourd'hui faire des aménagements en faveur de la biodiversité. Donc à travers cette réflexion, on a pu d'abord redéfinir notre raison d'être qui est aujourd'hui de régénérer de la biodiversité pour créer de la valeur. Et ça nous a permis de redéfinir tout un business model. Et aujourd'hui, alors que, comme je disais, on était à 400 € par colonie d'abeilles, aujourd'hui, on est à plus de 5 000 € de valeur générée par ces colonies d'abeilles. Et en termes d'impact sociétal,
Aujourd'hui, on monitore plus de 50 000 hectares par an et on a changé l'environnement à l'échelle de villes, par exemple, ou des pratiques de grosses entreprises, etc. Donc, en termes d'impact, il y a eu une croissance aussi importante grâce à cette réflexion sur la fonction de nos actifs. Le deuxième élément qui nous a fort fait évoluer, c'est évidemment l'aspect collaboratif. Donc aujourd'hui, nous, on considère qu'il n'y a pas réellement de concurrents. En fait, on a des entreprises qui sont des consultants en environnement qu'on pourrait voir comme des concurrents, qui en réalité sont des partenaires et avec lesquels on trouve des synergies dans différents pays, et ce qui nous a permis de en fait, nous développer dans plusieurs pays et d'avoir encore plus de sites, encore plus d'impact et encore plus de données qui peuvent faire changer les choses. Donc ça, c'est une première mode de collaboration. Le deuxième mode de collaboration, c'est avec les apiculteurs locaux, en fait. Et aujourd'hui, on travaille donc avec tout un écosystème d'apiculteurs locaux voilà, qui travaillent avec nous. Donc tout le modèle aujourd'hui est basé sur la fonction première de la biodiversité et sur tout un écosystème de collaborateurs pour lesquels on crée de la valeur et qui créent de la valeur pour nous dans chaque type de collaboration. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à un nouveau modèle, notamment dans le cadre de cette crise, pour se dire, ben, tiens, on a des actifs intéressants, on a des données, par exemple, qui sont uniques, que personne d'autre n'a. On a un écosystème qui est absolument unique aussi. Donc, qu'est-ce que de nouveau, à travers ces actifs, comment on peut impacter la société et quelle est la fonction première de ces actifs et comment on peut faire évoluer les choses. Donc, on est dans cette deuxième étape, enfin, troisième ou quatrième étape de business model et de changement. Et tu m'as posé aussi la question, Magali, de l'impact du Covid sur nous, ou ce qu'on en apprend en tout cas. Et je crois qu'il y a un lien à faire avec l'EFC. Donc, en fait, tout ce parcours et cette réflexion a été entamée avec Imatera dès le début en fait, de la création d'Imatera et sous l'EFC. Et je crois que l'EFC, comme je le disais, est essentiel pour ce questionnement en termes de fonctionnalité et aussi de collaboration, mais exige une très grande en fait, agilité sur son modèle, sur sa gouvernance. Donc, par exemple, d'avoir une gouvernance très participative, sur de l'innovation et sur de la résilience. Et donc, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui nous permet de remettre en question nos modes de fonctionnement et d'être beaucoup plus agile sur la manière dont on interagit avec les autres, sur la manière dont on conçoit nos activités et de faire preuve d'innovation parce que voilà, c'est à travers l'innovation qu'on trouve des solutions, notamment pour l'environnement. Et donc, l'économie de la fonctionnalité et tout le travail avec Imatera nous a permis vraiment de passer à travers toutes ces étapes et d'avoir aujourd'hui un business model qui est beaucoup plus résilient, beaucoup plus agile et un fonctionnement qui est beaucoup plus agréable et qui fait beaucoup plus de sens pour les employés et pour les fondateurs. Voilà un court témoignage de ce qu'on fait. Et merci encore. Merci beaucoup, Michael, pour ce témoignage. Tu montres, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu montres qu'il y a une vraie approche systémique. Tous ces leviers se mettent en mouvement, en synergie. D'abord, un alignement entre le dirigeant, l'homme, le projet de son entreprise. Ensuite, on a vu ce levier de raison d'être. Et maintenant, ce questionnement sur vos impacts, vos ressources. Qu'est-ce que vous en faites pour pouvoir faire évoluer votre modèle économique? Et tu as parlé de l'aspect collaboratif. Justement, on avait envie d'aborder maintenant ce dernier levier de transition qui est essentiel pour nous, Imatera, ce levier de coopération. On parle de coopération interne, externe, de coopération territoriale. Et comme on vient de l'entendre dans tous les témoignages de ces dirigeants, un changement de posture, il est essentiel. Ce changement de posture, il ne peut pas se faire seul. Il se fait à plusieurs. Et la coopération, c'est un levier d'action qui permet d'aller beaucoup plus loin sans nuire à ses parties prenantes, avec ses parties prenantes. Pour témoigner de cette dynamique de coopération, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Fournier, qui est président des DRO, les dirigeants et dirigeantes responsables de l'Ouest, et directeur régional d'Harmonie Mutuelle Atlantique. Les DRO ont engagé une dynamique de coopération territoriale depuis décembre 2019, un scénario de transition. Lionel,
peux-tu me dire en quoi consiste ce scénario de transition? Comment, au travers de la coopération, on arrive à mobiliser tout un territoire? Et en quoi cette dynamique de coopération territoriale, elle peut être levier de transition, d'innovation, de transformation? Oui, bonjour à toutes et à tous, Magali. Oui, je vais répondre à tes questions, mais je vais en préalable dire 2 mots des héros parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué de comprendre la suite. Donc, excuse-moi d'ajouter une réponse à une question que tu n'as pas posée. Quelques mots sur Dirigeants Responsables de l'Ouest. En fait, Dirigeants Responsables de l'Ouest est une association de dirigeants, comme son nom l'indique, et qui a été créée en 2010. Donc, on a fêté nos 20 ans en février. On a bien fait de le faire en février, ça aurait été plus compliqué au mois de mars, et qui, depuis 10 ans, a vraiment une action de sensibilisation, d'embarquement, de mobilisation des dirigeants sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Et les dirigeants qui se sont engagés dans des héros, donc on a des entreprises de différentes tailles, puisqu'on a un peu plus de 120 entreprises adhérentes qui comprennent environ 65 000 salariés. Donc on a à la fois des très grosses entreprises du secteur industriel, du secteur bancaire, du secteur de l'assurance, mais on a aussi le secteur de l'agroalimentaire. Et on a aussi des toutes petites entreprises avec quelques salariés. Et vraiment, ces entreprises-là, depuis 10 ans, ont vraiment collaboré ensemble pour apprendre. C'était vraiment, voilà, ça a été pendant 10 ans un apprentissage. Et tout ce qu'on apprenait en matière de responsabilité sociétale, eh bien, les entreprises essayaient de l'intégrer au cœur même de leur stratégie et de faire des choses. C'est ainsi qu'on a vu des entreprises comme Armor, par exemple, travailler sur une innovation sur le film photovoltaïque plastique. On a vu d'autres entreprises investir fortement et changer leur business model pour aller, par exemple, sur là aussi les énergies durables. Et puis d'autres, beaucoup travaillé sur le plan social. On a vu des entreprises, par exemple, travailler sur la question implantée, la question de l'actionnariat, l'actionnariat des salariés. On a vu également d'autres entreprises, je pense à une entreprise du secteur de l'entretien dans les entreprises, être la première de France à faire travailler les personnes qui travaillent, qui font l'entretien dans les entreprises, à pouvoir faire ce ménage 2 jours. Ouais, c'est des choses qui changent la vie. Alors, je précise aussi, il n'y a pas que des entreprises membres de DRO, on a également des associations. Donc, tout ça, ça fait par exemple, un théâtre. Tout ça, ça fait un mélange. Et lorsque j'ai pris la présidence en 2018, c'était en septembre 2018, quelques semaines après la démission de Nicolas Hulot et de son discours, qui m'avait vraiment marqué, dans lequel il disait finalement, voilà, les politiques qui sont menées en matière d'environnement, certes, la responsabilité, elle revient à la politique, mais elle revient aussi à la société civile. Et on a quelque part les politiques que l'on mérite. Et j'ai trouvé que sur la question environnementale, il avait probablement raison, et que peut-être que chez DRO, on ne faisait pas assez sur ce sujet. Je crois que sur le plan social, on pouvait être fier de ce qui se faisait. Sur le plan environnemental, certains avaient fait des choses, je l'ai dit, mais globalement, on n'était pas assez convaincus et on n'agissait pas assez. Donc, quand j'ai pris la présidence, je me suis dit, il faut qu'on construise un projet DRO, un projet pour mon mandat, les 3 prochaines années, et puis on va voir où ça va nous mener. Donc, on a fait venir en particulier les experts environnementaux, parce que je voyais bien que sur ce sujet-là, on n'était pas tous au niveau, voilà, on va le dire. Et puis, on a travaillé en atelier, une vingtaine de personnes, ce sont 20-25 dirigeants, se sont investis. Et on est arrivé à la phrase suivante, et qui est notre credo pour les 3 prochaines années. Face à l'urgence environnementale et sociale, les dirigeants responsables de l'Ouest se mobilisent, expérimentent et transforment leur entreprise ou leurs organisations. Et ça nous a amené à la 2e étape, en juillet de l'année dernière, l'Université de l'économie responsable, dans laquelle on a, avec la méthodologie de Julien Dossier et sa fresque, avec des chantiers et des actions à mener immédiatement, de 1 an à 5 ans et de plus de 5 ans, on a travaillé sur différentes actions qu'on pourrait mettre en place, et ça a donné les 11 chantiers qui écrivent un scénario de transition. Donc, les 11 chantiers, je les cite très rapidement. On va, par exemple, agir sur la question de l'inclusion dans l'entreprise. On agit sur la question de la transition énergétique. On agit sur les questions de mobilité, sur la renaturation, etc. Vous pourrez découvrir tout ça sur notre site Dirigeants Responsables de l'Ouest. Et donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, on a des actions qui regroupent dans différents chantiers, au total, 80 entreprises qui ont décidé d'agir ensemble, de se mettre des actions en commun,
des choses qu'elles feront en commun, des choses qu'elles feront dans leur entreprise, mais en tout cas, les idées sont partagées, et puis tout ce qu'on peut trouver comme levier, on le fait ensemble. Donc les leviers, justement, la collaboration, c'est quoi? C'est d'abord rendre possible certaines actions qui ne le seraient pas. Je prends un exemple qui va devenir d'actualité. On est à Nantes, donc Nantes avec une métropole, avec en plus un fleuve qui la sépare en deux, des problèmes de circulation impressionnants. Et donc des gens qui passent énormément de temps dans leur véhicule et qui en plus, au passage, polluent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la question de faire travailler 250 personnes sur un même site qui doivent passer des heures pour venir, avec ce qu'on a vécu, ça va devenir probablement, ça va se re-questionner. Eh bien, on s'est dit il y a quelques mois que peut-être qu'une des solutions, c'est de faire en sorte que les gens puissent télétravailler chez eux, ok, mais peut-être aussi, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler chez eux, être en télétravail à proximité. Et le projet qu'on peut avoir, c'est d'allouer des locaux à l'intérieur même de nos entreprises, dont une part sera destinée à des collaborateurs d'autres entreprises qui habitent en proximité et qui, au lieu de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller rejoindre les entreprises, pourront travailler quelques jours par semaine dans les entreprises amies, on va dire. Et ça, si on raisonne entreprise par entreprise, on ne peut pas le faire. C'est pareil, on veut créer des coopératives de production d'énergie photovoltaïque. Ben, si on partage l'investissement, c'est quand même plus facile que si on le fait tout seul. Donc, vous voyez qu'on trouve des leviers par levier de coopération. Et puis, en plus, on a inclus dans nos chantiers d'héros des entreprises qui ne sont pas forcément membres de DRO, et puis aussi des collectivités, régions. On a inclus l'ADEME, on a inclus Nantes Métropole. Et on voit bien que là, d'abord, on profite des outils qui sont déjà existants dans les collectivités territoriales, mais que les entreprises ignoraient pour la plupart du temps. Donc, ça nous permet aussi d'interagir et dire en quoi ces outils peuvent peut-être évoluer pour mieux répondre. Et puis, surtout, ça permet aussi de mieux faire comprendre les problématiques et peut-être de faire évoluer les outils, peut-être même, voire les règlements et l'action des collectivités territoriales. Et je finis par un troisième point sur la coopération, c'est que moi, je suis très, très content qu'on ait lancé les scénarios de transition avant la crise. Pourquoi? Parce que je pense qu'un vrai levier de transformation, c'est justement parce qu'on s'est engagé vis-à-vis des autres à agir, parce qu'on a commencé un chemin vis-à-vis des autres. Je pense que là, la tentation va être grande pour un certain nombre d'entreprises face aux difficultés économiques, de peut-être un peu céder à la facilité, on peut l'entendre, de revenir sur leur ambition. L'engagement qu'elles auront pris, le chemin qu'elles ont commencé à faire avec les autres entreprises, je le sais, je le sens, on le voit bien, puisque Imatera, en plus, nous accompagne. On a voulu faire les choses très sérieusement. Donc, on fait accompagner nos pilotes de chantier par Imatera. On voit que des chantiers continuent et que ça va, et que l'engagement qui a été pris, on dit en français, voilà, chose dite, voilà, chose promise, chose due. Et ce qui est dit est dit. Je pense que l'engagement, voilà, va permettre de continuer là où, si une entreprise fonctionne toute seule, elle pourrait renoncer face aux difficultés qu'on peut entendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Lionel pour ce témoignage. Tu nous montres de quelle manière ce levier de coopération peut être ressource pour mobiliser tout un territoire, pour engager des projets, pour être force d'innovation et faire évoluer les modèles économiques. C'est un projet qui est remarquable, ambitieux, que vous êtes fixé de votre propre chef et c'est par cela que je le trouve particulièrement remarquable. Maintenant, on avait le souhait de pouvoir faire participer le Québec à ce web forum. On a la chance d'avoir parmi nous Hubert Makwanda, qui est dirigeant, président, fondateur de Concilium, Capital Humain, et ami de la Maison des Leaders à Montréal. Hubert est basé à Laval, à côté de Montréal, et il a ce talent de rassembler et d'accompagner les femmes et les hommes dans la transformation durable de ces organisations au Québec. Et on a proposé à Hubert de suivre tous vos témoignages, de pouvoir faire la synthèse de vos questions, de nos échanges et de ce que vous avez proposé également sur le chat. Donc, Hubert, peux-tu dans un premier temps nous parler de la Maison des Leaders à Montréal et puis nous faire part de ce que tu as inspiré, toutes ces trajectoires, tous ces témoignages que nous venons de découvrir en cette fin d'après-midi. C'est à toi, Hubert.
Merci de l'invitation, très touché. Je suis un ami de la Maison de Leader où nous travaillons depuis plus d'une dizaine d'années dans le même sens que vous. Je suis impressionné de voir la convergence de nos réflexions. À la Maison des Leaders, nous croyons profondément que pour être un meilleur leader, il faut d'abord être un meilleur être humain. Alors, nous travaillons dans ce sens. Et le 30 mars dernier, nous avons fait une réflexion qui a rassemblé plus de 850 dirigeants ici au Québec, initiée par mon ami Rémi Tremblay, qui est le fondateur de la Maison des Leaders. Et également, c'était animé par un journaliste de Radio-Canada qui est Alain Crevier. Et ça portait sur l'exploration, portait sur portons un second regard sur notre humanité. Alors, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais avec un angle plus économique, des nouveaux modèles. Alors, au fond, ce que j'ai retenu de tous les échanges qui sont faits jusque-là, je trouve ça très touchant parce que je veux faire des parallèles aussi avec les réflexions que nous faisons ici au Québec, parce que j'enseigne également à l'École nationale d'administration publique et nous avons des cellules de réflexion qui vont dans ce sens. D'abord, la première intervention qui était faite par, rappelez-moi les noms, alors, ça parlait beaucoup d'alignement, écoute sincère, et également pour réconcilier les différents, au fond, sortir de la dualité entre comment on peut concilier l'économie et le sens, mais également, ça rejoint aussi ce qu'Emmanuel apportait, comment est-ce qu'on peut être rentable tout en étant responsable. Au fond, ça déculpabilise. Ce que je trouve extraordinaire dans l'approche d'Imatera, c'est qu'on peut créer de la richesse tout en étant responsable et partagé, donc tout en restant humain, parce qu'on a tendance à démoniser un peu les entrepreneurs et penser que tous les dirigeants, ce sont des profiteurs et tout ça. Donc ça, je trouve que ça amène cette notion-là et toute la notion aussi d'être plus conscient de l'instant présent. La notion de l'instant présent ici et avec le COVID aussi, ça ramène à la réalité comment on peut être davantage conscient. Et ça vient toucher ce qui a été partagé beaucoup aussi par Olivier, dans toute la notion d'énergie, de renouvellement d'énergie. Nous ici, nous travaillons également beaucoup sur la responsabilité environnementale. Alors, au Québec, nous travaillons dans ce qu'on appelle l'économie circulaire de plus en plus. Et cette économie qui, au lieu d'être en mode concurrence, on est en mode coopération et aussi en mode collaboration avec les différents acteurs. Ça, c'est venu toucher beaucoup aussi par Michael, qui parle de la biodiversité. Donc, il vient rejoindre la notion ici, on travaille sur l'empreinte écologique. C'est quelle pression que nous exerçons sur l'environnement. Donc, comment chaque dirigeant est conscient et davantage conscientise aussi son environnement et son entourage sur la responsabilité individuelle qui incombe à tous. Alors, on travaille à réduire l'empreinte dans l'environnement qui va passer par autant que possible de valoriser tout ce qui peut être recyclé dans tous les sens du terme. Donc, que ce soit au niveau matériel, mais aussi dans le partage des ressources. Et ce que Lionel a apporté, en dernier, faisant des liens, entre autres, avec toute la responsabilité sociale des dirigeants, donc la conscience collective où nous partageons nos ressources. Par exemple, ici, on a, avant le COVID, on a été confronté par une crise énorme qui était au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui viennent comme du Mexique au niveau des travailleurs saisonniers. Et au niveau, ici, l'économie du Québec, c'est une économie tertiaire, donc très basée sur des petites PME familiales. Alors, à ce niveau-là, beaucoup, surtout ce qui est saisonnier, il y a beaucoup de pénurie. Alors, les usines, ce qu'ils font, ils se partagent les ressources. Donc, selon les saisons, on va garder les mêmes ressources qui peuvent passer d'usine à usine et aussi au niveau des chiffres. Donc, il y en a qui ont 3 cycles, les jours, l'après-midi, le soir. Donc, on peut se partager à ce niveau-là des ressources. Et dans certaines régions, pour la machinerie lourde, également, au lieu que ce soit chaque fermier, par exemple, qui achète des tracteurs, mais on peut partager aussi des ressources au niveau, par exemple, de la machinerie lourde. Ça vient, excusez, ça vient également toucher
comment on responsabilise à l'intérieur de l'entreprise. Donc, au lieu de passer des entreprises traditionnelles top-down, donc on va de plus en plus actuellement travailler à aplatir l'organisation. Donc, à déléguer davantage les niveaux de décision, donc à tous les niveaux, sortir parce que pour devenir une organisation agile et efficiente. Donc, c'est ça que mentionnait un peu plus tôt François, au lieu d'être une organisation écosystémique qui est basée sur la peur et sur la recherche constante de sécurité, de protection d'informations, on va rendre l'organisation plus écosystémique, donc qui est basée sur la conscientisation de tout le monde. Au lieu d'être l'organisation traditionnelle où on a les stratégies qui sont les dirigeants, on a les tactiques qui sont plus des conseillers techniques ou de professionnels supérieurs, et l'opérationnel, les exécutants, on veut que tous ces concepts-là se répartissent à tous les niveaux hiérarchiques. Que ce soit les réceptionnistes ou la secrétaire, il faut qu'elle soit stratégique, il faut qu'elle soit tactique, puis il faut qu'elle soit opérationnelle. Donc, on essaye de rendre tout le monde à tous les niveaux hiérarchiques intelligents et les doter aussi des outils qui peuvent comprendre l'organisation dans son ensemble, où on s'en va, mais également l'outiller pour qu'il puisse être capable de venir supporter les décisions et partager les responsabilités. En tout cas, c'est tout ça pour dire que nous sommes dans le même bateau, comme on dit ici, puis qu'on converge au niveau de pensée et au niveau des recherches de solutions. Pour conclure, donc, je dirais, le COVID, c'est qu'au fond, ça nous fait réaliser, je crois que c'est un cadeau que nous fait la nature. Ici, la façon qu'on l'aborde, c'est dans une perspective très positive, de dire que, au fond, si on regarde à travers l'histoire depuis la grippe espagnole, notre environnement ou notre société, parce que nous sommes globales maintenant, va relativement bien. Parce que la façon que nous conjuguons des efforts, je ne sais pas vous là-bas en Europe, mais ici, il n'y a jamais autant de solidarité. Donc, je suis au conseil d'administration de la Chambre de commerce ici à Laval. On a 12 000 entreprises, PME, et c'est incroyable, toute cette solidarité qui se fait et le partage des idées, le partage aussi des stratégies qui se font, même au niveau des ressources. Donc, je crois que le COVID, au moins, nous fait naître. Donc, nous assistons maintenant à des contractions de nouveaux modèles, d'un monde nouveau, et auquel, dorénavant, je pense que des frontières qui étaient effondrées au niveau des déplacements doivent s'effondrer aussi au niveau des façons de penser et de croire. En résumé, tout ce que je retiens, ce que vous partagez, des changements de posture auxquels nous sommes en train d'assister et qui se fait, même sans nous communiquer, nous convergeons tous dans le même sens. Voilà. Ça va? J'ai respecté mon temps. Sébastien, on ne t'entend pas. C'est bon, je viens de réactiver mon micro. Merci beaucoup, Hubert, pour nous faire cette première synthèse avec le prisme, on va dire, de l'humain, avec le grand H. Et on voit que, en partant de l'humain, tu as tissé des liens sur tous les pans de l'efficience économique, de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, et ce côté reliance entre les hommes et reliance entre tous les paramètres de l'entreprise. Et effectivement, je pense que dans la conscience collective, il y a quelque chose qui se joue et d'entendre ton feedback là me renforce encore le niveau de confiance pour relever les défis qui nous attendent. Donc, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, beaucoup de témoignages vous ont fait écho d'un chemin de l'EFC, et j'ai envie de vous proposer une synthèse à partir d'un support sur voilà, c'est quoi les grandes étapes de ce chemin vers l'efficience économique. Donc, le premier, c'est celle d'une intention et d'une intention forte. Et on a vu que ça partait à chaque fois du plus profond du cœur, de la sensibilité des dirigeants, des dirigeantes, et qu'à un moment donné, c'est dire on va chercher à faire autrement, différemment. Et comme ça a pu l'être dit à un moment donné,
notamment sur l'expérience que témoigne Lionel sur DRO. À un moment donné, le fait d'en parler, quelque part, ça nous fait parfois des zones de non-retour qui fait que peu importe ce qu'il arrive, on est engagé à plusieurs et on va y aller. Donc la deuxième étape, c'est d'abord d'impliquer un premier cercle. Et dans les entreprises, ce qui est un peu nouveau là, c'est que souvent un dirigeant va avoir tendance à impliquer sur une stratégie, sur un objectif, sur un projet souvent concret. Et les chemins de l'EFC, ça ressemble un petit peu à la photo qui est en arrière-plan. On sait quand on le démarre, on ne sait pas quand on le finit. On ne voit pas exactement ce qu'il y a derrière le virage ou derrière la colline. Et donc, ça va chercher des ressorts d'engagement et d'implication qui sont un petit peu différents de d'habitude. Mais en tout cas, ce qui peut être le fait déclencheur, c'est l'ambition. Et quand on y adosse une ambition assez forte, on va forcément être obligé de faire autrement. Parce que sinon, on pourrait risquer de rester dans l'amélioration. Et en gros, ça, excusez-moi, ça emmerde tout le monde. Par contre, quand on est d'en faire autrement, même si ça fait peur, ça implique et ça engage. Ensuite, on a parlé des impacts. Et là, Michael, pour le projet Biodiversity, nous a dit, finalement, on était parti sur les abeilles parce qu'on avait envie de faire un projet chouette. Et il se rend compte qu'en faisant les abeilles, il avait quand même des impacts négatifs, soi-disant, sur un métier qui devait être à la base quand même vertueux. Donc, c'est bien la façon dont on met en œuvre la raison d'être de son entreprise, la qualité avec laquelle on met en œuvre la raison d'être de son entreprise, qui peut générer plus ou moins des impacts. Et donc, parfois, les impacts négatifs, on a plutôt tendance à les mettre sous le tapis, à les dénier, à ne pas les regarder. Mais pour autant, c'est un levier d'innovation incroyable. Et ce qu'on propose dans les parcours de FC, c'est de regarder ça, on appelle ça dans notre jargon les externalités, et on va les décortiquer et on va les regarder avec d'autres lunettes et on va voir qu'elles peuvent nous amener sur des champs vraiment vertueux. Et la façon de traiter ces externalités, on va aller piocher là dans le patrimoine. J'ai bien aimé, Michael, tu nous parlais d'actifs. En termes de patrimoine, tu as parlé d'actifs matériels ou immatériels. Et là, le fait de les regarder sur le prisme d'une raison d'être, ou en tout cas sur le prisme d'une ambition, d'une intention de travailler ces impacts, on trouve des ressources incroyables, telles que du pollen, qui est là depuis la nuit des temps, que les abeilles ramènent gratuitement et gentiment sans jamais faire grève, et on ne faisait rien avec ça. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a été un point de bascule intéressant par rapport à ton modèle économique. On voit aussi chez Vale Énergie qu'il y avait déjà des savoir-faire dans la maîtrise énergétique, dans la gestion de centrales photovoltaïques. Mais tout ça a été re-questionné, reconsidéré à l'aune d'une raison d'être. Et ça a permis, du coup, de bien cerner quels véritables effets l'entreprise était capable de générer vers ses clients et vers toutes ses parties prenantes. Et ça, cette raison d'être, comme vous l'a dit François, c'est vraiment une boussole. C'est en même temps une boussole et en même temps un levier d'innovation qu'on met au centre de la démarche. Et enfin, ce levier de la coopération, il a été aussi largement évoqué ce soir. On a Emmanuel de chez Cadieux Industries qui nous dit, finalement, nos clients, on les voyait comme des clients. Maintenant, on les voit comme des partenaires avec qui on peut construire des choses, à qui on peut être vraiment solidaire dans des périodes de crise comme celle qu'on vit. Et on se rend compte qu'on a du feedback. Et ouais, on a du feedback. Et en tout cas, pour traiter ces nombreux impacts dont on va être de plus en plus conscient, si on met dans le coup ces parties prenantes avec une façon de travailler ensemble différente, alors on va faire des miracles. Alors, on va rendre possible des choses. Ce que nous a dit Lionel, la coopération sur le territoire nantais a rendu possible des choses que chacun dans son côté,
malgré tous les efforts qu'ils faisaient, n'auraient pas pu atteindre, ou en tout cas à de tels niveaux. Et enfin, il y a le nouveau contrat. Alors, ça a été peu évoqué parce qu'on avait donné que 7 minutes à chacun pour s'exprimer, mais le nouveau contrat, il est clé quand même dans ce parcours-là, parce qu'à un moment donné, si on veut valoriser tous les effets positifs, tous les impacts positifs qu'on génère, on ne peut plus continuer à vendre des portails, des pots de miel ou des kilomètres de débroussaillage si on est dans les espaces verts comme Quentin. À un moment donné, il va falloir dans un nouveau contrat innovant, co-construit avec ses parties prenantes d'ailleurs, trouver une façon d'identifier toutes les nouvelles valeurs générées quand on propose d'aller vers le bénéfice d'usage plutôt que le simple produit, et comment cette nouvelle valeur co-construite, on va la répartir différemment. Donc c'est ce fameux contrat, cette innovation de contractualisation qui vient en fait poser la pérennité, en tout cas d'une démarche EFC. Alors, là, on vous présente sous ce schéma-là de manière un petit peu graduelle, mais en fait, il faut comprendre, et ça Hubert nous a parlé de systémie, que tout ça est systémique. On peut, à un moment donné, partir de la coopération comme le fait des héros. On peut dire, bah, moi, ce qui me parle, c'est de travailler ma raison d'être. Et tout à l'heure, je crois que c'est Michael qui s'est dit, bah, d'abord, je me suis questionné sur ma raison d'être personnelle et en quoi j'alignais mon projet. Quentin nous a parlé beaucoup d'alignement, en quoi j'aligne mon entreprise, mon projet à ce qui fait sens profondément pour moi aussi. Et c'est pour ça que dans l'EFC, vous rentrez par la porte que vous voulez, avec la problématique que vous voulez. Ce qui va faire la réussite, à un moment donné, ça va être de poser une intention forte et de la partager en interne d'abord, et après on ouvre le plus tôt possible en externe. Et là, ce qui fait que ce chemin-là, en fait, il est vraiment apprenant. On a parlé d'agilité aussi, il offre une plasticité qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est le feedback qu'on a là en ce moment de tous nos dirigeants engagés. On dit, je ne pensais pas que mon entreprise finalement était aussi résiliente. Ils disent, bah, je pense que l'EFC, il y a un petit peu pour quelque chose. Donc, bah, la question à se poser maintenant, c'est où vous en êtes, vous, là, derrière votre écran, les dirigeants qui nous écoutez. Est-ce que vous avez envie de passer à l'action? Est-ce que vous en avez assez là, de ce qu'on vous a dit ce soir? Alors, je vois que ça s'agite très fort sur le chat depuis tout à l'heure. Donc, c'est chouette, ça réagit. Nous, on pense qu'en tout cas, on a envie de vous en donner un peu plus. Et notamment pour aller un petit peu plus loin, on va donc mettre à votre disposition un certain nombre de nos ressources. Et Caroline va vous envoyer demain un email pour ça, avec un certain nombre d'accès. Et il y a notamment notre souhait de pouvoir vous connaître un petit peu mieux et de pouvoir créer un premier cercle de discussion dès la semaine prochaine. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de vous inscrire à un temps d'échange collectif par 8 ou des groupes de 8 à 10 personnes. Et du coup, animé avec un collègue de chez Imatera, et où vous allez pouvoir commencer à faire du lien très précis avec votre entreprise et voir si éventuellement ensuite vous avez envie d'aller plus loin. Donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire ici maintenant, ben, c'est surtout un grand merci pour les témoignages qui sont aussi le reflet d'engagement. Et je crois que ça, on l'a vu dans chaque parcours. À un moment donné, on s'engage sur une voie. Donc, merci à tous nos intervenants pour ça. Merci aussi à tous nos partenaires, amis, toutes nos parties prenantes, comme on les appelle, et on voit qu'on a un magnifique patchwork de parties prenantes. Et voilà, on est arrivé à créer cet événement. C'est aussi le fruit d'une belle coopération. Enfin, pour terminer,
On a envie de vous entendre, en tout cas de vous écouter, ou en tout cas de recevoir votre ressenti. Vous, les participants qui êtes de l'autre côté, on ne vous voit pas. Mais si vous voulez bien poster dans le chat un mot qui témoigne de votre ressenti, de quoi vous repartez là de cette soirée d'échange autour de l'EFC. Et pendant que vous commencez à poster, on va faire un tour de table pour passer la parole à nos différents intervenants et nous dire aussi avec quoi ils repartent de cette soirée. Donc, écoute, Quentin, si tu veux commencer. Alors, il faudra ouvrir ton micro, s'il te plaît, Quentin. Voilà, super. Oui, donc en quelques mots, oui, effectivement, on est à un carrefour, je crois, aujourd'hui. Carrefour, on a le choix entre du mieux ou du pire. Et je crois que chacun de nous est invité à se positionner, à s'engager et agir. Et je crois que l'EFC contribue à la réponse qu'on peut donner donc, à ce choix. Voilà mon mot. Okay, super. Merci Quentin. Emmanuel, tu veux prendre la suite? Tu veux dire un petit mot depuis le chrono en Bretagne? Oui, écoutez, ça nous remet, ça fait du bien cette soirée parce qu'on se dit on a encore beaucoup de chemin et on est vraiment. Quand je vois le changement de contrat, c'est clair. Je pense que ça va être l'étape la plus compliquée et pour toutes les entreprises, ce changement de contrat, passer du produit au bénéfice d'usage, je pense que ça me remet en mouvement dans tout ce que j'ai encore à faire. Merci beaucoup. Ok, merci Emmanuel. Ensuite, peut-être c'est Olivier, par ordre de témoignage. Allez, Olivier Béchu, qui a l'énergie. Une belle soirée, un beau partage et ça permet de voir un certain nombre de parcours. J'espère que ça aura été inspirant pour les participants, surtout dans cette période. Voilà. Okay, super. Merci Olivier. Après, je crois que c'était Michael, si tu veux bien prendre la suite. Pour biodiversité. Oui, c'est chouette de voir que chaque personne qui a vécu ce parcours de l'EFC y a retiré beaucoup de plaisir personnel et au niveau de l'équipe. Et donc, soyons tous disruptifs pour avoir plus d'impact et pour un mieux. Ok, très bien. Lionel, du côté de Nantes, pour les Pays de la Loire et pour les dirigeants responsables de l'Ouest, un petit mot pour conclure cette soirée? Oui, moi, il y a un mot qui me vient à l'idée, c'est réalisme. Je crois que le réalisme, il est vraiment du côté de ceux qui ont compris qu'il fallait qu'ils soient soucieux et très attentifs, et justement faire attention à leur milieu naturel, aux ressources humaines qui sert le fonctionnement de l'entreprise et de l'économie. Donc la notion d'efficience, c'est bien ça, hein, c'est utiliser les ressources immatérielles pour prendre soin des ressources naturelles. Et je pense que comprendre qu'une entreprise ne peut pas être, complètement coupée de tout ça et en dehors de tout ça et fonctionner sans réfléchir à ça, on voit bien que c'est ce que nous apprend aujourd'hui la situation. Les questions de santé nous rattrapent, comme les questions naturelles nous rattrapent. Donc, pour une entreprise, gérer en fonction de cette réalité-là, c'est le vrai réalisme. Et ne pas se préoccuper de l'écologie, ne pas se préoccuper des ressources humaines et penser qu'on peut grandir sans prendre soin de tout ça, c'est ça qui n'est pas réaliste. Ok, merci Lionel. Hubert, on traverse l'Atlantique, on est du côté du Québec. Ton mot de conclusion, s'il te plaît? Écoutez, moi, je voulais d'abord vous remercier et vous dire que maintenant, il y a un nouvel adhérent dans l'EFC, c'est-à-dire que j'achète cette philosophie. Et également, je voulais vous remercier tout le monde, tous les intervenants, vous m'avez inspiré. Je retiens la force de l'intelligence collective à l'œuvre partout transatlantique, mais également, ça me soulage de voir que nous passons de l'ère de rapports de force basés sur une concurrence démesurée où tout le monde est perdant finalement, vers une logique davantage de complémentarité où il est possible que tout le monde sorte gagnant. Ok. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil aux Québécois, Hubert, au Québec, il y a Marie-Julie Chaput qui est assez connue au CJD ici en France, qui est au Québec depuis 3 ans et qui est super motivée aussi pour développer ces approches-là au Québec. Donc, je pense que ça ne va pas être compliqué de vous mettre en coopération tous les deux. Absolument, je vais entrer en contact avec elle. Je l'invite déjà à le faire si elle peut avoir mes coordonnées aussi. Ça marche.
Eh ben, François et Magali, vous n'avez pas réchappé à la question, hein. On veut vous entendre aussi pour votre mot de la fin. Qui veut commencer? Ben, François, si tu veux. Ton micro. Ah, ouais, ben, moi, très inspiré par cette présentation, ces témoignages, mais aussi tous les commentaires sur le chat. L'intérêt, l'enthousiasme, l'envie, les questions, etc. Moi, je ressors de là très enthousiaste. Bien sûr, il faut rester pragmatique, hein, il ne faut pas aller dans rêver, mais il faut agir. Et je crois que nous avons les outils pour agir ensemble, et c'est ensemble que nous allons réussir. Merci. Ok. Magali? À mon tour. Vous remercier, remercier tous les témoins et l'équipe d'Imatera, parce que ça a été une sacrée aventure que de préparer ce web forum. C'est une période qui est compliquée où finalement, même si on est confiné et que tout est à l'arrêt, on est très sollicité, surtout en tant que dirigeant. Donc, merci à vous, dirigeants et dirigeantes, d'avoir pris le temps de venir ce soir inspirer tous les participants. Merci pour ce dynamisme sur le chat. Et mon mot de la fin, ça serait espoir, parce que c'est très encourageant que de tous vous entendre et de se dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il y a beaucoup d'espoir. Ok. Eh ben, merci. Moi, je vous fais un petit mot déjà en tant qu'homme. Je suis heureux. On me disait que ça faisait grandir les chemins de l'EFC, mais j'ai le privilège, moi, d'en suivre plein de chemins de l'EFC, donc c'est fois, je ne sais pas combien, et le privilège d'avoir une magnifique équipe au sein d'Imatera qui me fait grandir à une vitesse incroyable. Donc, merci à vous. Les portes de ce premier web forum francophone vers l'efficience économique va bientôt baisser le rideau. Déjà, on va du coup se déconnecter informatiquement, mais je suis persuadé avec le ressenti de ce soir qu'on va rester reliés et reliés à cette ambition partagée de réussir ces transitions pour un monde meilleur. En tout cas, c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Et je vous dis à très bientôt sur les chemins de l'efficience économique. Allez, bye bye à tout le monde.